Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Il fait un temps divin comme la semaine dernière. Et nous sommes donc avec un certain nombre de chroniqueurs que vous connaissez et que vous aimez, car ils sont le sel de l'émission de ce fameux 200 millions de critiques qui va nous permettre de revivre l'actualité culturelle de la semaine avec des sujets que nous avons choisis et le célèbre Zap Culture que tout le monde nous envie. Ma chère Estelle, bonjour. Bonjour. Car vous êtes une des co-auteurs de ce Zap Culture. Oui, j'aime bien quand vous le rappelez. Voilà, mais je le rappelle avec plaisir. Alain Gerlache qui est venu avec la veste de Rouletabille, RTBF, le talent incarné, une légère barbe de 3 jours. Michel Serruti, simplement un titre de champion du monde de ski en descente. Pour le reste, vous avez cédé. Nous sommes partageurs, vous savez. Vous êtes super costaud, vous, hein. Julie, Moi, est-ce que je suis costaud? vous êtes magnifique surtout. Vous êtes magnifique et vous c'est venez d'un gentil. pays où il fait moins 30 degrés, donc je vous admire. Quant à Olivier Poivre d'Arvor, je ne sais pas pourquoi il est à moitié assis sur sa chaise. Parce que je suis en bout de Mettez table, vos de toute deux façon, je suis en fesses sur bout la de table, chaise. je suis un peu, Voilà. voilà, exact. Comment va France Culture? Très bien, très bien. Quelle horreur. Voici, donc, c'est une plaisanterie. Mais je hein. sais. C'est une Plus plaisanterie. TV5 surtout. Voici, attention, prenons un peu de temps, voici le sommaire. Thomas Piketty et son Capital au XXIe siècle, carton planétaire. Patrick Modiano, Nobel de littérature, désormais quasiment un classique dans le monde entier. Ou plus rock'n'roll, Houellebecq, Despentes ou Fred Vargas. La littérature francophone semble bien s'exporter. Réalité ou sursaut conjoncturel, nous en parlons. Depuis les années 60, le graffiti est considéré comme un art qui se vend et s'expose. Dans 200 millions de critiques aujourd'hui, nous débattrons du street art, une appellation anglophone pour un art où les francophones sont bien représentés. Notre dernier sujet sera consacré à quelques artistes ayant dépassé allègrement les 70 années, comme diraient Michel et Alain. Artistes qui sont toujours sur scène, comme par exemple Hugo Frey, qui à 85 ans a décidé de proposer un spectacle autobiographique. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 200 millions de critiques, c'est parti. Le premier sujet donc sur lequel nous allons réfléchir ensemble, c'est la littérature française, ou en tout cas l'édition française, qui marquerait un pas en avant vers l'exportation. Ça a toujours été le cas, mais peut-être encore plus qu'avant. Voici quelques images pour illustrer notre premier thème du jour, consacré justement à cette littérature française qui s'exporterait de mieux en mieux. Dans les librairies de Tokyo, l'un des livres qui se vend le mieux en ce moment est un essai francophone, Le Capital au XXIe siècle de l'économiste français Thomas Piketty. Un vrai succès au Japon, mais pas seulement. 1 million d'exemplaires de ce pavé de près de 800 pages se sont déjà vendus dans le monde. Patrick Modiano, prix Nobel de littérature 2014, a lui aussi inondé les rayons des libraires à Tokyo et ailleurs dans le monde. Et ils ne sont pas les seuls. Le roman de Michel Houellebecq, Soumission, est en tête des ventes en France depuis sa sortie début janvier. Mais aussi en Allemagne et en Italie. Du jamais vu, selon sa maison d'édition Flammarion. Le polar francophone est aussi très en forme, avec Fred Vargas qui sort ces jours-ci un nouveau livre avec une version traduite qui est aussi très attendue. Alors, la littérature peut-elle rééquilibrer la balance commerciale? Peut-être pas. Mais en tout cas, elle contribue grandement au rayonnement de la francophonie dans le monde. Je commence par ma voisine. Est-ce que vous considérez, chère voisine, qu'il y a actuellement un mouvement vers l'exportation qui serait différent de ce qu'on a connu il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, voire plus? Wow. Le nouveau roman, par exemple, dans les années 50-60, qu'on étudiait abondamment dans les universités américaines. Je suis un peu sceptique, j'ai pas l'impression. Je crois que j'ai relevé un chiffre, il y a 3% de livres traduits. Donc, et la France arrive en tête, donc tant mieux. Mais je pense que ça touche que certains auteurs, comme Michel Houellebecq, qui déjà a vendu 60 000 exemplaires des particules élémentaires à l'époque aux États-Unis, ce qui était extrêmement bien. Par exemple, Philippe Roth, qui en avait vendu 50 000. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait un espèce de vent francophone. Actuellement, Houellebecq est numéro 1, je parle des ventes, hein, c'est pas un jugement sur la littérature, numéro 1 en France, numéro 1 en Allemagne, considérablement, et numéro 1 en Italie. Oui, mais pourquoi la thématique? Évidemment, tout le monde est concerné par
Oui, Houellebecq quand même. aussi. Et Houellebecq aussi, mais c'est vrai que je pense que ça a dû apporter un coup Oui, c'est clair. d'accélérateur, même si c'est vrai que les Allemands aiment beaucoup Houellebecq. Mais Olivier, par exemple, est-ce que vous avez le sentiment, et ce n'est pas une manière d'interrompre ma voisine, qu'il se passe quelque chose en ce moment qui serait différent de ce qui s'est passé ces 15 ou 20 dernières années? Non, mais vraiment pas. Hein. Les chiffres d'ailleurs sont en faveur de cette démonstration. Vous savez, il y a aujourd'hui, je crois, une vingtaine de romans français traduits. On parle de romans, hein, littérature. La Piketty, c'est autre chose, c'est les essais. Ouais. Une vingtaine de romans traduits au Royaume-Uni, français traduits au Royaume-Uni par an. Il y a environ 250 romans britanniques, pas anglo-saxons, traduits en France chaque année. Donc vous voyez déjà la balance commerciale n'est pas en notre faveur. Non, il y a des petits moments comme ça de bonheur. En effet, Piketty, c'est une divine surprise. 1,5 million. Oui, oui, tout à fait. Mais néanmoins, nous sommes très peu traduits. Nous traduisons beaucoup. Hein. Nous sommes le pays au monde qui traduit le plus. Toutes nos librairies sont pleines de traductions. Mais nous sommes de moins en moins traduits. Imaginez ce que représentait Camus il y a environ 30-40 ans dans le monde entier. On lisait en français. Alors, on est content de temps en temps quand il y a des bonnes nouvelles qui sont les nôtres. Et quant à la littérature francophone au sens plus large du terme, peut-être que vous pourrez nous en parler. Mais il faut être honnête, c'est quand même des petits tirages. La littérature africaine est peu traduite en langue anglaise, y compris une littérature africaine voisine d'un pays comme le Nigeria, est très peu présente dans des pays anglophones. Donc en fait, c'est l'explosion de Houellebecq qui cache une forêt qui est beaucoup moins Houellebecq peuplée est qu'on ose le dire. Houellebecq, c'est le sujet. Et en effet, il y a eu Piketty, qui est un exemple intéressant, parce que je crois que là, il a brisé quelque chose. C'est l'idée que nous avons des excellents économistes, mais que nous sommes une mauvaise économie. Ben là, en effet, ils ont voulu traduire un très bon économiste. Et les 100 000 exemplaires de Piketty sont assez remarquables. Mais dans le fond, ils ne sont guère que la succession des 100 000 exemplaires de Derrida, de Foucault, de Logov, des grands historiens, des grands penseurs de Deleuze, qui étaient traduits aux États-Unis abondamment. Dans les années aujourd'hui, il y en a moins. 70, Voilà. toute cette génération. Ce qui fait le succès de ces auteurs, justement, c'est ce dont on parlait. C'est-à-dire que c'est plus le thème, finalement, que la qualité de l'écrivain qui est développée. Parce que les thèmes, que ce soit Houellebecq avec Soumission, évidemment, c'est un thème aujourd'hui qui est universel eu égard aux événements politiques. Piketty aussi, c'est un thème qui va largement au-delà de la France, parce que l'une des critiques que l'on lit en général de la part des magazines spécialisés ou des personnes, journalistes qui s'occupent de littérature à l'étranger, c'est de dire, mais finalement, la France, on n'y est pas tellement intéressé, ou la littérature francophone habituelle, parce qu'elle est très introvertie, elle est très tournée sur soi, elle est très ancrée, on va dire, dans une réalité sociale qui est celle française, et par conséquent, elle n'est pas véritablement universelle. Donc c'est pas quelque chose qui... C'est moins le problème de la langue que de la thématique. En général, c'est en tout cas les critiques qu'on lit. C'est la première critique qu'on lit, c'est celle-là. Et Soumission ou Piketty, en l'occurrence, vont au-delà de ça, parce qu'ils abordent des thèmes qui, justement, eux, sont universels. Michel, est-ce que celui-là s'est vendu partout? Ah bah celui-là, il s'est vendu par millions. Par millions. Ça, effectivement, c'est un contre-exemple. Il s'est vendu, je crois qu'on est à 2,5 millions d'exemplaires aujourd'hui. C'est traduit dans une trentaine de langues. C'est un véritable succès pour Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Il vient de le traduire, de le faire paraître dans le monde anglo-saxon, États-Unis, Angleterre. Enfin, il y a une année de ça à peu près maintenant. Ça, voilà, ça aussi, mais c'est une exception à l'échelle suisse. Julie. Parce que pour faire du millage sur ce que vous dites, Michel, c'est qu'il y a effectivement... Du millage? Du millage. Mileage. Pour faire du millage. Oui. Du kilométrage. Du mileage en français. Pour faire la conversion des unités de mesure. Il y a probablement les thèmes, effectivement. Il y a des auteurs pour qui il y a une traduction systématique au Québec, par exemple. C'est le cas de Michel Tremblay et de Dany Laferrière, qui écrivent toujours à ce jour et qui sont pour l'un traduits en 10 langues, pour l'autre 12, et qui sont lus en Europe, qui sont lus aussi aux États-Unis. Et c'est peut-être ça pour nous, notre position nord-américaine, c'est le bassin de lectorat qui est important aussi, les États-Unis. Et là, je vais prendre un exemple qui est un peu malhonnête, parce que c'est un auteur qui est à la fois... Enfin. qui est à la fois québécois et saskatchewanais. C'est Yann Martel, qui a commis Life of Pi, l'histoire de Pi, en 2003 en langue anglaise, parce qu'il a écrit d'abord cette histoire en anglais, et ensuite en français, Histoire de Pi, un an plus tard. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'il est parfaitement bilingue. Il a décidé de l'écrire en anglais dans un premier jet, et il aurait très bien pu se traduire lui-même puisqu'il est parfaitement bilingue, mais ce sont ses parents qui l'ont traduit. Et c'est un succès, on parle de 5 millions d'exemplaires vendus à ce jour. L'adaptation cinématographique par Ang Lee, comme on le sait, qui a donné un second souffle au livre qui est quand même sorti il y a plus de 10 ans. L'Odyssée de Pi. L'Odyssée de Pi au cinéma. Alors, l'histoire de Pi, Life of Pi, Odyssée. Pourquoi on ne s'est pas entendu sur un des termes, je ne sais pas. Mais ça, c'est un exemple intéressant au niveau du langage. Et c'est la traduction, peut-être, qui est une question importante à poser sur le succès
d'une version originale versus l'onde de choc qu'elle aura à l'étranger. Parce qu'il y a énormément de gens, pardonnez-moi, non, mais simplement pour ça, après je vous redonne la parole. Il faut préciser une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont traduits 7, 8, 9 langues avec des petits contrats qui sont des contrats qui ramènent effectivement un petit peu d'argent, mais pas énormément, et qui vendent en Italie, en Belgique, en Hongrie, 3000 exemplaires, 4000 exemplaires. Ça n'a aucun rapport avec le raz-de-marée qu'on essaye d'analyser, qui a été celui de Camus et qui est celui de Houellebecq aujourd'hui. Mais moi, je voulais juste revenir justement sur un exemple français, c'est Tatiana de René, qui a vendu, elle s'appelait Sarah aussi, à 5 millions d'exemplaires, et elle, comme elle écrit aussi en anglais, c'est vrai que c'est le rapport, son éditeur dit que c'est plus facile de trouver des éditeurs à l'étranger parce qu'elle écrit aussi bien en anglais qu'en français, donc ça rejoint... Et elle assume la promo en anglais, ce qui est aussi considérable. Alain, la dernière fois qu'en Belgique, par exemple, il y a eu quelque chose qui a intéressé le monde entier. Simenon. Il ne faut pas le dire comme ça. Donnez-lui immédiatement un énorme verre. Alors, ça va bien se passer. Non, mais J'aime bien le côté déprimé, Simenon et qui bang. était traduit dans je ne sais combien de langues. Il y a un autre exemple, c'est dans la littérature de jeunesse. Tintin. Non, ça c'était de la bande dessinée, mais si vous vous souvenez de tous les épisodes de ce héros de votre jeunesse qui s'appelait Bob Moran, Henri Verne, c'était traduit dans plein de langues, mais c'était sur un créneau précis et avec un système de distribution élaboré. Aujourd'hui, nos écrivains, ils ont toujours tendance à se faire éditer en France et donc ils sont assimilés, ils sont complètement dans le même circuit. Et s'il y a, à cause d'un intérêt national autour d'une thématique, une traduction, elle sera en néerlandais, qui est une langue qui a à peu près 20 millions, un peu plus de 20 millions de locuteurs en Europe. Donc ce ne sont pas des marchés énormes. Donc il n'y a pas de spécificité belge à cet égard. Olivier, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je parlais de la réciprocité. C'est-à-dire qu'en effet, nous traduisons beaucoup, on est peu traduit. Un des grands freins à la présence du livre français aux francophones étrangers, c'est le système de distribution. C'est-à-dire que, notamment anglo-saxon, c'est très difficile de percer ce marché pour deux raisons principalement. Parce que la concentration des librairies fait qu'il y a un nombre de titres très limité. Dans une librairie anglo-saxonne, il y a environ 50 à 60 000 titres. Dans une bonne librairie française, les grandes librairies, les Mola à Bordeaux, les Ombres Blanches à Toulouse, vous avez 150 000 titres. Donc il y a un nombre très limité de titres. Donc on favorise tout simplement la littérature nationale. Et en plus, c'est que les auteurs doivent faire de la promotion et beaucoup de nos auteurs ne font pas ce boulot. Et Houellebecq l'a fait en Allemagne. Certains essayent, elles financent leur propre promotion. Je pense à Bernard Lévy qui est allé aux États-Unis faire un vrai travail, apprennent mieux l'anglais pour pouvoir faire une série de conférences. Mais donc c'est un boulot et que finalement assez peu de... C'est-à-dire que ça prend un an de la vie. Vous écrivez un livre, ça prend un an. Le livre sort en France, pays d'origine, ça prend une année pour assumer la production et la promotion. Puis après, vous partez sur les routes. Absolument. Et nous ne sommes pas outillés, nous les auteurs français, en agents. C'est quand même des agents qui font une partie du succès à l'international. Donc si vous avez un de ces grands agents qui, en effet, perce le marché nord-américain, vous avez plus de chances d'être présent dans ce marché que si vous êtes tout seul. Je ne sais pas d'ailleurs si maintenant, massivement, Olivier, Internet va changer la donne en matière justement de diffusion des livres. Pas nécessairement, parce que pour que quelqu'un sache qu'un livre existe, il faut un système de promotion que finalement, l'électronique ne suffit pas à satisfaire. Donc, il y a un travail de librairie, de promotion à faire. Et la présence physique du livre est encore d'autant plus utile pour un livre traduit. Kindle, par exemple. Oui, on est loin. Vous savez que les chiffres en France, en tout cas en France, ça représente, je crois, 4 à 5% du marché du livre. Le livre électronique, c'est faible. Beaucoup plus évidemment, dans le monde anglo-saxon. Ce qui fera parce qu'il faut être mort pour que ça fonctionne le mieux. Parce que là, il y a une différence de prix. On rappelle que c'est... n'est pas encore mort. Saint-Exupéry, Camus, ce sont quand même eux qui... ils étaient célèbres de leur vivant. Ils vendaient énormément de leur vivant. Ils vendent toujours encore énormément. Et voilà, c'est quand même les contre-exemples qui fonctionnent le mieux. Je crois que le Petit Prince, la meilleure vente encore aujourd'hui. À ce jour, oui. Alors, les tweets. Éric Fassin, sociologue enseignant qui commente Le succès fou, le dernier livre de Michel Houellebecq, Soumission, qui est en tête des ventes en France, en Italie, en Allemagne. Arthur Charpentier, donc économiste et mathématicien, qui tweet un article expliquant que le succès du livre de Piketty a été loin d'être unanime aux États-Unis. S'exporter, c'est donc aussi s'exposer à la critique, c'est tout à fait normal. Et on termine avec un tweet d'une Anglaise qui a lu la traduction de Pars vite et reviens tard de Fred Vargas sur Kindle. Fred Vargas, dont les livres sont traduits dans plus de 30 pays. Est-ce qu'ils se vendent, Olivier, les livres de Fred Vargas? Oui, beaucoup. Dans 30 pays. Voilà.
Parlons un petit peu d'art, de street art, justement. Vous savez que depuis les années 60, le graffiti est considéré donc comme un art. Un certain nombre d'artistes sont devenus extrêmement célèbres dans le monde entier. Il s'agit évidemment essentiellement de Basquiat et de Keith Haring. C'est un art qui se vend, qui continue à se développer aujourd'hui un peu partout dans le monde. Il y a des exemples jusqu'au 1er mars à la Fondation EDF à Paris. TV5 Monde avait rencontré pour l'inauguration le commissaire de cette exposition intitulée Street Art, l'innovation, au cœur de ce mouvement. Donc, regardez et après, nous en bavarderons avec plaisir pour vous. Les nouvelles technologies dans le street art, elles arrivent déjà, elles sont assez jeunes dans ce milieu-là et elles amènent d'autres manières de faire, d'autres manières de regarder et d'autres propositions qui vont peut-être aboutir à quelque chose de réel dans la rue. Et demain, on va avoir justement ces sortes de murs d'expression libre ou vraiment, on va mettre à disposition du public un endroit où ils vont pouvoir s'exprimer, écrire sur un mur sans avoir un Posca ou un marqueur ou une bombe sur eux, mais pouvoir faire quelque chose, voilà, poser le bon mot du moment sur un mur, exactement comme on a les panneaux d'affichage d'expression libre, quoi. Voilà, donc Street Art, l'innovation au cœur d'un mouvement, donc exposition à la Fondation EDF à Paris. Nous allons parler de Street Art. Allez. Michel. Alors, moi, je ne vais pas vous raconter ma vie. Je n'ai pas été tagueur dans une... Je n'ai pas été tagueur dans une autre... Avec ta casquette à l'envers. Oui, ce ferait bien, hein. Yo. Non, en plus, c'est pas tout à fait vrai, parce que les rappeurs ont récupéré le graffiti et pas l'inverse. Non, mais c'est vrai que c'est un monde que je ne connaissais pas tellement. Donc je me suis plongé dedans et j'ai découvert un nombre de choses, voilà, que je ne soupçonnais pas véritablement, et j'ai trouvé ça passionnant que d'essayer de comprendre d'où venait ce tag, d'où venait le graffiti, comment était apparu le street art. Pas simplement d'un point de vue artistique, mais évidemment d'un point de vue social. C'est-à-dire pourquoi il était né, comment il était né, qu'est-ce que ça voulait représenter, quel était le mouvement de rébellion ou simplement de moyen d'expression qui était à l'époque mis en avant pour simplement exister. D'une certaine manière, c'était un peu, je ne sais pas, l'équivalent des réseaux sociaux d'aujourd'hui, où simplement on mettait son nom sur une paroi sans beaucoup de stylisme au tout début. C'est vraiment le grave, c'était une petite signature, là, Cornbread ou bien Cool Earl dans les années 60 à Philadelphie. Basquiat, Samo. Samo, ça c'était plus tard à New York avec Basquiat, absolument same old shit. Il y a véritablement voilà, toute une culture, une rébellion, un mouvement social là derrière, et c'est ça qu'il faut pour moi comprendre, et comme ça qu'il faut l'interpréter, et je trouve ça passionnant. Julie. C'est tout à fait juste ce que vous dites, et il y a eu un changement de cap à un moment. C'était une forme d'art. Philadelphie a été un haut lieu du graffiti. C'était une forme d'art sauvage. Les artistes qui créaient ces dessins, ces mouvements, ces images le faisaient dans un acte de rébellion. Et c'était surtout pas fait pour être domestiqué et surtout pas fait pour se retrouver dans des galeries, comme c'est le cas de Banksy, qui vient du Royaume-Uni, qui fait des pièces magnifiques. Quand on voit, je dirais, dans leur milieu naturel, ces œuvres-là, c'est superbe. Voir ça dans les murs d'une galerie, entre les murs d'une galerie, c'est un peu comme aller au zoo. C'est magnifique de voir un lion en cage, ça démocratise la possibilité de voir ces bêtes sauvages magnifiques, mais elles sont en cage. Et c'est un peu l'impression que peut donner l'art de la rue dans un contexte de galerie ou de musée. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de Rhodsworth. Ça, c'est un graffeur qui est originaire de Toronto, mais qui a vécu longtemps à Montréal, qui vit toujours à Montréal, mais il se promène. Il a été à Barcelone, entre autres. Et lui, comme son nom l'indique, il travaille avec les rues. Et il travaille avec les lignes jaunes ou les lignes blanches, les pointillés. Il fait des choses splendides. Il va faire une fermeture éclair avec les portions blanches peintes dans la rue. Il va faire des lierres autour de... C'est superbe ce qu'il fait. Mais il se faisait toujours attraper par les policiers. Il se prenait des amendes. Et à un moment, il y a eu une sentence. Il a dû faire des travaux publics. Et sa sentence, ça a été de travailler pour la ville et de faire une œuvre, mais sous la bannière de la ville. Aucun plaisir. Lui, son plaisir, c'est de faire ça de manière interdite, c'est d'être illicite. L'illégalité, c'est le sel du graffiti. Et finalement, de fil en aiguille, il s'est un peu encoquiné avec la ville et maintenant, il travaille pour la ville, à embellir la ville. Mais ça a été un processus pas facile pour lui. Mais c'est très, très intéressant parce qu'on vit exactement la même chose actuellement en Belgique avec un graffeur qui s'appelle Bonhomme, qui est en fait d'origine
française, il est parisien, je crois. Il est venu en Belgique vers 2006-2007. Et puis alors, il a commencé, en effet, à peindre sur des façades, à faire un certain nombre d'œuvres sans même prévenir les propriétaires. Il faisait ça de nuit ou à la nuit tombée, etc. C'est le but. Voilà, évidemment. Et puis donc, les propriétaires n'étaient pas très contents quand ils voyaient ça. Et pourtant, il a un certain style. On pourra voir des images. Et puis, il a dû faire aussi des travaux d'intérêt général parce qu'il y a eu des plaintes. Il a été condamné. Et maintenant, il est un peu intégré dans le système puisque, dans le cadre de Monde 2015, dont je ne vais pas parler à chaque émission, eh bien, il a été, j'y songe quand même, et il a été, on lui a demandé de faire un certain nombre de décorations pour la rénovation d'une salle de spectacle, l'Alhambra, y compris aussi dans un édifice religieux. Et donc, vous voyez des travaux d'intérêt généraux à la décoration d'un édifice religieux. Il y a une véritable rédemption, mais aussi une intégration dans le système. Peut-être quand même que ça signifie qu'on n'est plus tout à fait dans les années de gloire où c'était un cri de rébellion contre le système. Moi, quand j'étais gamin, je me souviens, j'avais 12 ans, il y avait une inscription, et elle est encore là, je me souviens, sur l'arche d'un pont près de chez mes parents, installé très haut, c'était marqué « Votez Tixier-Vignancourt ». Je ne sais pas si ça dit quelque chose aux gens qui nous Candidat aux élections présidentielles. Voilà. Mais dans le fond, cette affaire de street art, c'est une vieille histoire. Vous savez, l'homme des cavernes, il faisait ça. Après, vous avez eu les Égyptiens qui, quand même, tous les temples que vous visitez dans la Basse-Égypte, dans la Haute-Égypte, pardon, sont des temples qui ont été peints à l'extérieur avec une série de graffitis qui ont été rajoutés pour protester contre les prêtres. Les portraits du Fayoum, les Romains, puis alors le Moyen-Âge avec toutes sortes d'inscriptions en plein air. Et puis, bon, voilà, il y a eu des très bons artistes, notamment Ernest Pignon-Ernest, qui a fait un travail vraiment très, très fort là-dessus, autour de l'expression. Non, le street art, c'est normal. Il y a de plus en plus de gens qui vivent dans des milieux urbains, donc il y a de plus en plus de gens qui grafouillent ou qui griffonnent, comme on veut. Ça reste quand même, je trouve, un peu limité. Le verbe grafouiller, oui, non, c'est intéressant, ça signale quelque chose de la société, mais c'est un peu comme des boutons, c'est un peu une sorte d'acné qui parfois produit comme les blogs avec la littérature. Voilà. Mais Olivier, il faut faire attention parce que les tags, il y a des muralistes qui font des pièces magnifiques et il y a dans le cas de Banksy, où là, c'est des pochoirs et c'est là aussi c'est une prise de parole, mais c'est très, très beau. Donc, je comprends le côté un peu délinquant. Il y a d'autres techniques, hein, vraiment. Alexandre Farteau, il est portugais, il n'est pas francophone. Hein, mais Vils, lui, il travaille au burin, au marque-piqueur, aux explosifs. Et là, et vraiment, c'est incroyable. J'espère que là, les propriétaires sont quand même d'accord. On va montrer en bas là, celui de Non, il ne fait que sur des vieilles bâtisses. En bas, il y a une chose très belle. C'est incroyable. Vous avez déjà vu Vils travailler? Non. C'est incroyable, franchement, il y a une technique. Il utilise la surface même sur laquelle il travaille et il l'intègre à son travail. C'est vrai que c'est très original. C'est une vraie démarche artistique. On ne peut pas dire et que ça soit dépassé et que ça soit. C'est pas des tags. Non, mais ce que je trouve intéressant, ça reste pas dans les tags. Moi, je suis pas d'accord. Ça reste limité dans l'histoire de l'art. Je montre avec nos téléspectateurs de Télé5 Combo qui est en dessous, donc au pied de l'immeuble de Lima où nous sommes. Avec donc ce coexiste. Quand je parlais de paradoxe tout au départ, dans la petite présentation, moi j'ai l'impression que le graphe est mort de lui-même d'une certaine manière aujourd'hui, parce qu'on parlait il est mort de lui-même, de son évolution, parce qu'on parlait, enfin voilà, une des bases essentielles du graphe, c'est l'illégalité, c'est une rébellion contre une forme de capitalisme, c'était ça le départ. Et aujourd'hui, on se rend compte que le capitalisme, d'une certaine manière, a gagné, puisqu'elle l'a englobé, il le vend, il le met dans des galeries, il l'a récupéré, et non seulement... Vous avez la même évolution avec le rap. Hein. Oui, mais dans alors, on est passé de Nas, qui était d'un rap revendicatif, par exemple, ou le rap de Public Enemy, au rap qui est celui de Jay-Z et de sa copine Beyoncé, qui ne fait même plus du rap d'ailleurs. Qui avait pris dans son giron le graphe comme moyen d'expression, qu'il avait récupéré. C'était le premier mouvement artistique qui a récupéré d'ailleurs le monde du graffiti. Et quand vous voyez ce qui a été fait à la Tour 13, Michel, il y a quand même des artistes qui sont venus du monde entier. La Tour 13, il faut dire ce que c'est la Tour Utrecht. Oui, la Tour 13, dont on a ce magnifique... Il ne reste plus que ça. Ça a été investi, c'est une tour qui était vouée à la destruction. Elle a été investie par des graffeurs pendant 1 mois. Et là, je trouve que ça renoue un peu avec le... Alors peut-être pas avec le côté revendicatif, mais avec le côté éphémère, puisque cette tour a été détruite. Alors maintenant, il nous reste une trace. On n'est pas dans on n'est pas dans l'illégalité. C'est vrai que là, ça devient un peu compliqué pour nos amis graffeurs, mais l'art est là quand même. Les graffeurs finiront par faire des bâches publicitaires. Comment ? Les graffeurs finiront par faire des bâches publicitaires pour les grands travaux. Ils le font déjà. Pour finir cette discussion autour du graphe et du street, voici quelques tweets. Moment religieux intense. Le premier tweet émane de la fondation EDF, expliquant la différence entre le street art et l'art urbain, en référence à l'exposition Street Art de la fondation
qui a lieu à Paris jusqu'au 1er mars 2015. Et puis un message de Frédéric partageant via Twitter un article du journal français Le Figaro sur le graffeur français Space Invader qui exporte ses œuvres jusqu'en Tanzanie. Et on termine avec un tweet clin d'œil du site belge spécialisé dans l'art de la rue que vous devez connaître, mon cher Alain. Bien sûr. Graffetaria sur certains graffitis que l'on peut trouver dans les rues de Bruxelles avec la photo d'un graphe que vous voyez bien évidemment à l'écran. Et voici le moment donc tant attendu du Zap Culture présenté et préparé par nos deux amis que vous connaissez puisque l'une est à côté de moi. Et votre condisciple s'appelle comment? Aurore Marty. Aurore Marty. C'est un duo féminin. C'est un duo féminin. Oui. Merci Olivier d'être venu nous voir. Merci Guillaume. Et vive France Culture. Merci. Bien évidemment, c'est d'une générosité de ma part extraordinaire. Travaillant sur une radio concurrente, mais c'est sincère. Donc je le fais avec beaucoup de plaisir. On va retrouver notre camarade Bigot juste après ce Zap Culture que voici. Bienvenue dans l'année de la chèvre. C'était cette nuit nouvel an selon le calendrier lunaire chinois. À minuit, le ciel de Pékin s'est embrasé de millions de feux de Bengale. Donc bonne année à tous! Ouais! Le dernier loup, ce livre le plus vendu en Chine, avec le petit livre rouge de Mao, a inspiré le dernier film de Jean-Jacques Hano. D'une beauté sidérante, ce film se regarde comme un hymne à la liberté et aussi comme une ode au respect de la gente animale. En Chine, le jour de sa sortie, il a attiré plus d'1 million de spectateurs. Vous savez que ce soir, c'est la cérémonie des Césars. Vous êtes un habitué. Vos films ont été de nombreuses fois récompensés. Est-ce que vous me permettez de vous demander un petit pronostic? Je pense que c'est Timbuktu qui va tout rafler. Et le César du meilleur film est attribué à Timbuktu. C'est le grand gagnant de la cérémonie des Césars. Timbuktu, 8 fois nommé, 7 fois sacré. Des prix qui saluent la liberté d'expression au-delà des frontières. La France est un pays magnifique parce qu'elle est capable de se dresser contre l'horreur, et contre la violence, l'obscurantisme. Les frères Dardenne qui concouraient pour le meilleur film étranger ont été évincés par Mommy. Il a été boudé par les Oscars, mais Xavier Dolan a eu sa revanche ce soir. Le réalisateur québécois a remporté le prix du meilleur film étranger à la soirée des Césars. On dit souvent qu'on ne fait pas ce film-là pour les prix, mais on le fait par contre pour être compris, puis pour que les films soient vus et aimés. L'Oscar est attribué à Alexandre Desplat. Enfin la consécration pour Alexandre Desplat, un des compositeurs français les plus prisés à Hollywood. C'est sa bande originale de la très loufoque comédie de Grand Budapest Hotel, signée Wes Anderson, qui a séduit le jury. Photoshop fête ses 25 ans. Succès énorme pour ce programme informatique de retouche photo. L'amour court les rues et l'art côtoie la misère. C'est ce que nous disent ces photos prises par des SDF parisiens, fiers d'inaugurer cette exposition de rue sur les grilles de la mairie de Paris. J'ai essayé de leur donner quand même un petit coup d'humour, comme là-bas, c'est la salle de bain. 1964, Miss France est dans sa baignoire. Un corps féminin immergé dans de l'eau moussante, l'image est aujourd'hui totalement banale. 300 ans plus tôt, voilà maintenant la même scène de toilette. On est au XVIIe siècle et on pratique alors la toilette sèche. On portait de véritables petites boîtes à parfum sur soi, tout simplement parce que les odeurs étaient infernales. Fugitive, les odeurs suscitent des émotions, évoquent des souvenirs. Cette exposition est une invitation au voyage, un voyage olfactif tantôt envoûtant, tantôt dérangeant, à l'image de cette installation d'une artiste norvégienne. Yann Fabre débarque à Namur. Cette tortue sculptée de l'artiste s'est envolée dans les airs ce matin pour atterrir sur le site de la Citadelle. Ça va pas, non, 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 ça va pas, non, 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 si tu pars, ça va pas. Allez, courage, encore 2 semaines de festivités en cette 4713e année du calendrier chinois. Voilà pour le Zap Culture, 200 millions de critiques continuent. Nous allons nous intéresser à Hugo Frey et nous sommes avec Yves Bigot, que je salue puisque nous le retrouvons et que vous connaissez bien, Julia Ferrer qui vient nous voir du Canada. Merci Michel Cerruti donc pour la radio-télévision suisse romande, la RTBF avec vous, mon cher Alain, et bien évidemment TV5 Monde
avec ma voisine Estelle Martin, que vous connaissez et que vous appréciez. Hugo Frey est un phénomène. Il a 85 ans, ça fait pratiquement 60 ans qu'il est sur scène, et il a décidé de remonter sur scène encore une fois aujourd'hui avec un spectacle qui s'appelle Visiteurs du soir. Pourquoi y a-t-il encore des gens qui arrivent à monter sur scène avec beaucoup de talent et de compétences à un âge avancé? Ce sera le thème de tout à l'heure. Voici les images d'Hugo Frey. Les filles sont jolies dès que le printemps est là. Vous êtes le visiteur d'un soir, c'est le titre du spectacle que vous allez présenter à Paris. C'est un titre étonnant et c'est encore, j'allais dire, une communion avec le public. Alors, on va commencer par le commencement. Là, c'est pas moi qui visite les gens. En réalité, j'ai reçu souvent des invitations de familles en me disant « on va baptiser un enfant, mon mari va prendre sa retraite » ou bien pour un mariage, accepteriez-vous de venir déjeuner chez nous, passer la soirée ? Je n'ai pas pu répondre à ces gens-là, c'est par milliers depuis 50 ans. Ça aurait été difficile, vous auriez été tous les soirs en train de chanter. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas le contraire ? Je vais faire un spectacle qui ne s'appellera pas spectacle, mais soirée. Une soirée chez Hugo Frey. Je rôde au détour de mon chemin quand les soirées se font chaudes. Dès que le printemps revient. Hugo Frey en tournée donc toute l'année 2015, donc vous trouverez les dates sur le site internet de TV5 Monde. Est-ce que c'est, Yves, un phénomène isolé ou est-ce que vous avez des Hugo Frey un peu partout, Tony Bennett aux États-Unis par exemple, pas du tout le même genre de musique, mais qui sont des gens comme Aznavour qui se produisent sur scène à 90 ans? Alors il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a Hugues qui est effectivement un phénomène en tant que tel, et puis il y a le fait que on découvre finalement que dans la chanson et dans le rock, il se passe la même chose que ce qui se passe dans le jazz ou dans le blues, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est musicien, quand on est chanteur, c'est ce qu'on fait, et on le fait aussi longtemps qu'on est physiquement capable de le faire. C'est presque, je dirais, le syndrome de Molière, on meurt sur scène, et aujourd'hui, on voit bien Bob Dylan à 74 ans, Leonard Cohen à quasiment 80, sont sur scène, Neil Young, toujours avec Crazy Horse, etc., le même type d'âge, sont toujours sur scène, sont toujours aussi bons. En fait, ce qui peut les handicaper au-delà de la santé, c'est si la voix commence à être altérée. C'est là, en fait, que ça se joue. Alors, dans le cas de Dylan, la voix, elle est altérée, je dirais presque depuis l'origine, pour ceux, en tous les cas, qui n'ont d'autres remarques intelligentes à faire qu'à dire « il chante du nez », comme si on ne s'en était pas aperçu. Et il a trouvé surtout un moyen, justement, de se servir de sa voix, même détériorée comme elle l'est aujourd'hui, comme un instrument. Donc en fait, Dylan, c'est Miles Davis. C'est exactement la même chose et le même phénomène. Il semble que dans l'album de reprises qui vient de sortir, d'ailleurs qui sont les reprises de Sinatra, justement, on réentend une certaine forme de musicalité qu'on n'avait pas entendue auparavant. Oui, bien sûr, où il fait des efforts pour chanter, même avec son timbre qui n'a plus la clarté qui était celle à l'époque, par exemple, de Nashville Skyline, où il chantait quasiment comme un crooner. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est que nous serons, notre génération, quasiment, ou ceux qui sont un peu plus vieux que nous, Guillaume, les premiers à mourir en étant encore jeunes. C'est-à-dire qu'on aura été jeunes jusqu'au bout de notre vie, ce qui n'était pas le cas de la génération. Ça a l'air d'inquiéter Julie à côté de nos parents. Non, mais... Elle a envie de se déplacer un peu. Qu'est-ce que c'est que ce faux jeune ou ce vrai vieux ou ce... Voilà. Après, on va dire Hugo Frey, c'est un cas quand même de la nature, mais comme Keith Richards ou comme d'autres dans d'autres domaines. Mais Hugo Frey, pour vous donner, il se trouve qu'en l'occurrence, je le connais très bien, mais vous donner un exemple, à 85 ans, c'est un mec qui est dans une forme absolument incroyable. Exact. Il a une activité, parce qu'il remonte sur scène, mais c'est juste une nouvelle formule, il n'a jamais arrêté, il donne des concerts depuis plus de 60 ans, quasiment en permanence, mais c'est une force de la nature. C'est un type qui, il y a 2 ou 3 ans, quand les Victoires de la musique lui rendaient hommage pour l'ensemble de sa carrière, je l'accompagnais à l'after show. On sort en face de l'Élysée, donc de chez Potel et Chabot, là, à côté de chez Michel Drucker, à 5 h du matin, il fait -10, un froid de canard. On attend les taxis. Non mais, Guillaume, non, on attend les taxis. Et là, il fait -10, il se met torse nu
en attendant son taxi et en se tapant sur la poitrine et en disant « Ah, enfin, c'est vivifiant ». Là, il fait bon, à plus de 80 ans. Donc vous avez des phénomènes. Mais il a toujours symbolisé, moi je pense que cette anecdote, elle n'est pas innocente, il a toujours symbolisé une sorte de santé physique et mentale. Alors c'est peut-être une image, moi je ne le connais pas, mais c'est vrai que c'était le gars clean qui plaisait aux troupes scouts à la grande époque, en tout cas en Belgique. Moi, c'est lui qui m'a fait découvrir les textes de Dylan. Et je connaissais Dylan pour l'entendre, mais je ne savais pas ce que ça racontait, parce que je n'apprenais pas encore l'anglais à l'époque. C'était avant d'être professeur d'anglais. Voilà, oui, c'est venu après. Et donc, c'est lui qui m'a fait découvrir les textes de Dylan. Je sais bien qu'on a dit que ça avait été édulcoré, mais je lui en suis éternellement reconnaissant, parce que ça a été... pour moi, jeune ado à l'époque, une véritable claque de comprendre ce que Dylan voulait dire, d'écouter ses chansons et de sentir toute cette rébellion américaine, sincère à l'époque en tout cas. C'est l'essentiel de une autre son culture apport à la scène de la musique en France. Après, on va parler du reste. Respect éternel. Il a fait beaucoup d'autres choses, mais c'était quand même ça, essentiellement. Michel. Contrairement au jazzman dont vous parliez, Ibigo, c'est vrai qu'un type comme Hugo Frey, il a un répertoire, il continue de jouer son répertoire comme il le jouait il y a 20 ou 25 ans, voire plus. Mais en même temps, c'est ça qui intéresse une partie du public, parce que ce public-là, il peut se plonger, on va dire, dans son passé. Enfin, il accompagne sa vie. Ce sont deux vies qui s'entremêlent. C'est un peu comme quand on voit un vieux pote, on discute avec lui, puis on peut mesurer à la fois le chemin parcouru par le pote et, par effet miroir, mesurer le chemin qu'on a parcouru soi-même. Donc il y a une sorte de mélancolie dans laquelle on se plonge, mais qui n'est pas véritablement le cas de certains jazzmen, parce que si on prend Monk, Miles Davis ou Coltrane ou d'autres, ils ont tout le temps, c'est ça qui est intéressant, ils ont tout le temps évolué artistiquement. Donc Dylan ou Neil Young ou Leonard Cohen. Il y a chaque fois d'autres répertoires. Mais là, avec des gens comme ça, comme Hugo Frey, en plus, voilà, qui est un type, c'est incroyable, je le voyais en interview à 85 ans, c'est hallucinant. Non, mais c'est vrai, franchement, ce type-là, on se dit, il n'a pas cet âge-là, il est vraiment frais comme un gardon. Ah non, mais on rêve d'être comme lui. Oui, évidemment. Et donc il y a les deux choses, il y a le répertoire qui permet aux gens de rester en contact avec lui, de se retrouver soi-même. Il y a un énorme succès, justement des CH Tendre, Tête de Bois, enfin toutes ces tournées, les années 80, effectivement, où le public est heureux de retrouver ces stars de l'époque et qui sont restés dans leur jus. Pourquoi ça vante ta faute? Non, je ne dis rien, moi je ne dis rien. Mais Michel, en revanche, Hugues, c'est vrai que sur scène, il fait toujours les mêmes chansons, etc. En revanche, il est plasticien maintenant, c'est-à-dire qu'à côté de ça, il fabrique des bronzes, il peint, etc. Donc il a une vraie activité d'artiste, ce qui montre quand même que les mecs de cette génération, ils ont un truc en eux qui ne s'arrête pas, quoi. Ils sont mus par quelque chose. Je pense que c'est ça qui est fascinant pour ceux qui les ont accompagnés et leur génération, c'est que il n'y a rien à faire. La vieillesse est un truc physique, mais ce n'est pas dans leur cœur et ce n'est pas dans leur moteur. Yves parlait du timbre de la voix tout à l'heure. Et quand on a la chance d'avoir une voix qui est un peu intemporelle, comme c'est le cas de Dylan, comme c'est le cas de Gilles Vigneault chez nous, qui a 87 ans, qui a toujours eu une voix un peu étouffée, même quand il était tout jeune. Vous l'imitez. Alors, merci. Alors, il chante toujours aujourd'hui. Il se produit toujours. Et Céline Dion. Je laisse ça à Mathieu. L'imitation de Céline Dion. Mais cette intemporalité-là permet de durer quand, évidemment, la forme physique... c'est comme Welbeck, il ne sera jamais vieux. Ah non, ça, c'est sûr. Il est né vieux. Mais il y a une chose que vous savez pas... Il ne sera jamais beau. Non, mais il faut quand même faire la part, en termes de créativité, entre ceux qui... Prenons un autre exemple qui n'est pas tout à fait la même génération. Renaud est un grand auteur-compositeur. Frey n'est pas un grand auteur-compositeur. On peut pas tout mélanger tout le temps. C'est lui qui a donné le prénom de Céline Dion, quand même, avec sa chanson. Oui. Comment ça? La chanson Céline, oui. Ah oui, c'est pour ça. C'est Maman Dion a appelé sa fille Céline car elle aimait la chanson Céline d'Hugo Frey. Donc on parle en plus Et puis il y a le deuxième. Mais ne le prétend pas non plus. Personnellement, ce que je trouve bien chez Hugo Frey, maintenant encore, c'est qu'il ne se la joue pas, il ne se la pète pas. Il a toujours été lui-même, sans vouloir se prétendre plus qu'il n'était, et il y a une forme d'authenticité qui contribue au respect qu'il inspire. D'autant que c'est lui qui a écrit une parole du pénitencier pour Johnny Hallyday, par exemple. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que le tombeau de cette génération-là, c'est de ne pas avoir été, puisqu'on parlait la semaine dernière de Véronique Sanson, finalement dans une sorte d'aveuglement à l'égard de l'Amérique? Au fond, ce sont des
des Franco-Américains. D'ailleurs, il suffit de voir les noms. Vous les connaissez. Eddie Mitchell, il ne s'est jamais appelé Eddie Mitchell. Moi, c'est pas la même génération. D'accord, mais il y a même jusqu'à Joey Starr, qui ne s'est jamais appelé Joey Starr de sa vie. Est-ce que finalement le tombeau... Non mais voilà, est-ce que le tombeau de ces gens-là, je parle sur le plan artistique, c'est que finalement, cette fascination leur donne quelque chose de différent, mais c'est aussi ce qui les tue. Guillaume, très simple, vous l'avez dit, toute cette génération, elle est coincée, et c'est toute sa problématique, entre ce qu'on appelle les géants de la chanson française, donc les Brassens, Brel, Ferré, Ferrat, etc., qui sont reconnus de manière académique. Et donc, on ne reconnaît pas la génération d'après, celle des Souchon, Cabrel, etc. On ne leur reconnaît pas la même qualité, entre guillemets, académique. Et par ailleurs... Souchon, si. Souchon, si. Je n'ai pas dit qu'ils ne le méritaient pas, Guillaume. J'ai dit qu'on ne le leur reconnaît pas. Ça viendra sûrement. Et ça continue encore aujourd'hui. Hein, et par ailleurs, c'est qu'ils sont coincés, toute cette génération, qui sont dingues des stars du rock. Dylan, dans le cas de... Dylan, des Beatles, des Stones, de Led Zeppelin, de Prince, de Nirvana, de tout ce que vous voulez, et que eux sont confinés au petit monde francophone, et que donc ils n'ont pas cette influence mondiale, ni ce qui va avec. C'est-à-dire, on en parlait à propos de Stephen Stills et Véronique Sanson la semaine dernière, c'est-à-dire cette liberté absolue et faramineuse qui participe de leur rayonnement. Parce que quand on n'a plus de frontières, d'aucune manière que ce soit, on n'en a pas artistique non plus, parce qu'on peut pousser absolument toutes les enveloppes. Donc c'est la problématique de toute cette génération francophone, et ça inclut Robert Charlebois, ça inclut Beau Dommage, ça inclut évidemment les artistes canadiens. Alors peut-être que celui qui va réussir à briser ça, c'est Stromae. Eh bien, je n'osais pas le dire, parce que sinon, voilà. Mais il est en train de le faire, et il vient d'ailleurs de dire à l'issue de la cérémonie des victoires de la musique que finalement le grand défi pour lui maintenant c'était de s'adresser à un public qui ne comprendrait pas ses textes. Et on va voir. Moi, je voulais faire du millage ou du kilométrage, comme dirait Julie. J'adore le millage. Le millage, c'est pas mal. C'est nous qui avons des... Nous, on a non seulement du kilométrage, mais des heures de vol. Hein. J'ai rencontré des jeunes chanteurs, auteurs, compositeurs, comme par exemple Mina Tindall, qui commence à se faire un petit nom. Elle m'expliquait, elle aussi, elle repart à Barbara, elle me cite Barbara, elle me cite Ferré, elle me cite Brassens. Elle dit que c'est compliqué d'écrire des textes en français parce que la barre a été mise haut et que finalement, c'est compliqué, c'est ce que vous disiez, et ça continue même maintenant à 20, 25 ans, 30 ans. Il y a ce côté, le rêve américain qui se poursuit, parce que quand même... Parce que ça produit... c'est vraiment... Oui, ça produit énormément, mais il y a aussi tout ce passé qui est compliqué à gérer. Oui, puis il y a pas un modèle de chanson française aussi, Félix Leclerc, que chantait Hugo Frey a intégré du répertoire de Félix Leclerc, magnifique chanteur, qui est venu en France, un peu comme ambassadeur, pour démontrer qu'on pouvait faire de la chanson en français autrement que la chanson française telle qu'on la connaissait ici. Absolument. Et sa voix VOIE a connu un assez grand succès. Puis peut-être que c'est parmi les pionniers qui a un petit peu déboulonné le standard de la chanson française. Moi, j'adore ça, mais le problème, c'est qu'à 25 ans ou 20 ans ou 18 ans, ce que les gens veulent aussi, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, c'est de la morale, c'est de l'excitation. C'est pas simplement du poème accompagné avec une guitare, fût-ce magnifique. Vous êtes en train de dire que Félix Leclerc n'est pas excitant. Non, pas du tout. Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vie, ce qui explique beaucoup ça, où on est réceptif à des choses. Elvis a inventé ça, qui sont la sexualité, la danse. Et donc, il est évident que Brassens... Brel, Ferré, sauf une partie de sa carrière, ou Félix Leclerc, ça ne répond pas à ça. C'est-à-dire une attente qui est presque sociologique, qui est de draguer, d'aller danser, de sortir, etc. etc. Et Guillaume, finalement, ceux qui répondent et qui nous regardent très nombreux aujourd'hui à ces critères et qui sont francophones, ce sont les Africains. Exactement. Exactement. Au moins, eux, s'ils nous prennent une voix... Mais c'est ce qui se passe aussi avec le jazz. Il y a des tas de jazzman européens qui enfin, on ne va pas commencer là-dedans parce que ça va durer 2 heures, mais il y a beaucoup de jazzman européens, notamment originaires des pays de l'Est, qui ont pris une voix qui n'était pas exactement la même que celle des grands classiques qu'on connaît, Davis, Monk et les autres. Juliette Gréco est aussi sur scène, donc, puisqu'elle va faire ses adieux à la scène à 88 ans, et c'est l'occasion de lui rendre
un hommage vibrant, bien évidemment. Vous pourrez découvrir les dates de sa tournée sur le site de TV5 Monde. Les tweets, donc. Pour commencer, un tweet de quelqu'un que vous connaissez tous, évidemment, puisqu'il s'agit de Patrick Simonin, présentateur de l'invité sur TV5 Monde, qui a reçu donc Hugo Frey récemment dans son émission. Le voici. Le deuxième tweet est celui d'un petit jeune de 71 ans, un certain Johnny Hallyday, qui poste une photo de lui avec son père spirituel, Charles Aznavour, en 62, donc probablement à Montfort-la-Maurice. Ce qui est intéressant avec Aznavour, c'est qu'à 90 ans, il a viré son impresario, ce qui prouve qu'il est quand même encore dans une forme exceptionnelle, vu que ça faisait 50 ans qu'ils travaillaient ensemble. Eh bien, il a trouvé le moyen d'arriver à cette décision à 90 ans. Et enfin, un tweet de Christophe Comte, journaliste aux Inrocks que vous connaissez. Après Dylan, reprenant Sinatra, Hugo Frey est tenté de reprendre Sacha Distel, ça se voulait évidemment. Humoristique. Ma chère Estelle, partons dans l'autre sens. Votre coup de cœur. Alors, on vient de parler d'un troubadour. On peut dire que Hugo Frey a un petit côté troubadour. Donc, je vais trouver une troubadour canadienne. Elle n'est pas québécoise. Elle s'appelle Kyrie Christmanson. On dit même une troubaïrite. Je ne savais pas. C'était les femmes troubaïrites. Ça doit être de l'occitan. En fait, c'était une femme troubadour. Elles sont apparues au XIIe, XIIIe siècle. Et cette jeune femme reprend des poèmes avec le quatuor voce. C'est absolument magnifique. C'est vraiment très original. Et surtout, elle mêle son univers folk à cette musique classique. Et on part vraiment ailleurs. Et sa voix fait penser un peu à Björk dans le côté assez étrange. Donc, je vous conseille cet album. C'est Modern Rin, et avec mon super accent anglais. Et donc, elle s'appelle Kyrie Christmanson. C'est vraiment absolument magnifique. Alain. Alors, c'est la foire du livre à Bruxelles jusqu'au 2 mars. C'est à Tours et Taxi. C'est un grand événement chez nous. C'est vraiment leur grand rassemblement de tous les éditeurs, les fédérations de libraires et de tous les amateurs de littérature et au-delà. Hein, c'est la foire de tous les livres. Et c'est aussi l'occasion pour la chaîne de radio de la RTBF, La Première, de présenter le prix Première. C'est un prix qui est donné par des auditeurs à un premier roman. Et cette année-ci, c'est Océane Madeleine d'Argile et de feu, court roman, intense, original, un style très personnel, et je vous le recommande. Mon cher Michel, je ne sais pas pourquoi je ris, mais c'est la rire intérieur, c'est la fatigue, c'est la nervosité, la fatigue, je ne sais pas, ce sont les nerfs. Non, on va passer d'un prix littéraire à un autre prix littéraire, le prix littéraire suisse, qui a reçu Noël Revin, qui est une auteure suisse pour son bouquin L'Infini Livre. C'est un bouquin dont je vous avais très rapidement parlé à la rentrée littéraire il y a quelques mois de cela. J'ai eu le temps de le lire depuis, parce qu'à ce moment-là, non, et je vous disais que j'avais envie de le lire. Donc je vous en recommande chaudement, vivement la lecture. C'est un bouquin qui nous parle d'un futur, mais en même temps qui nous parle du présent. C'est une sorte de fable, de conte, où on se rend compte que les livres, mais il nous faut quelques pages pour cela, ne sont plus que des objets qu'on n'ouvre pas. Finalement, ce qui fait la valeur du livre et l'intérêt du livre, c'est sa couverture sur laquelle on passe du temps, mais personne ne lit ce qui est à l'intérieur. Les livres sont faits grâce à des algorithmes ou par ordinateur. Ah ouais. Le plateau de télévision et les animateurs sont tout aussi importants que sont les auteurs de livres et les interviews qui en décollent. Bref, c'est une très jolie fable, c'est très ironique, c'est très satirique, c'est très bien écrit. C'est un joli bouquin aux éditions Zoé, Noël Revin, L'Infini Livre. Donc, prix littéraire suisse récemment, dont je vous conseille. Vous avez raison, voilà, l'algorithme, ça me fait peur. Vous savez qu'il existe maintenant une application pour les chefs d'entreprise qui est basée sur un algorithme où on peut savoir quels sont les gens, enfin les collaborateurs de votre boîte qui vont partir et qui ne veulent pas vous le dire. C'est-à-dire qu'on prend le profil du type, on analyse le marché avec un algorithme et on dit tiens, c'est Ruti, il va se barrer. Il va aller travailler chez CBS, par exemple, aux États-Unis, etc. Et c'est maintenant... Comment vous le savez? C'est dingue. Qu'utilisent les chefs d'entreprise pour surveiller leurs troupes avec des algorithmes. Julie de la poésie. On peut le résultat des élections maintenant sur Internet. De la poésie, peut-être pas. Un magazine en ligne qui est qui est un peu poétique. C'est l'initiative d'une jeune fille qui a appelé son magazine « Hey la cheap », qui voudrait dire un peu « Eh oh la radine ». Alors, elle a à cœur notre porte-monnaie et elle trouve des activités culturelles qui sont ou gratuites ou à très bon marché. Alors, un peu comme à New York, à Tickets, on peut acheter des billets pour aller voir des spectacles ou des shows à moindre prix. Elle aussi, elle nous envoie vers... des lieux où on peut acheter des billets moins chers, des activités, des concerts dans des parcs. Alors, c'est un agrégateur d'activités culturelles gratuites, heylacheap.com. Mon cher Yves.
We Won't Let You Down, le deuxième album de Théodore, Paul et Gabrielle, qui, comme leur prénom ne l'indique pas, sont 3 jeunes femmes françaises, même si l'une est franco-anglaise. C'est un mélange de pop anglaise et de folk rock à l'américain, chanté en anglais, donc comme il se doit. Deuxième album formidable, je les adore, elles sont extra sur scène, sur disque. C'est l'album, ça? C'est l'album, oui. Et on est d'accord que c'est le sosie, cette chanteuse, c'est le sosie d'Emmanuel Béard. En plus jeune et j'espère avec un père moins qui joue mieux de la guitare en tous les cas. Qui a fait de jolies chansons, le bal parce que Guy Béard aussi, on parlait des vieillards sur scène, il a fait ses adieux à l'Olympia au-delà du dernier métro. Mais son jeu de guitare ne s'est pas amélioré entre 1948 et aujourd'hui. Il a écrit de très jolies chansons. Par ailleurs. Chez Temporel. Par ailleurs, mais donc, en revanche, Théodore, Paul et Gabrielle, ça c'est pour maintenant. Voilà, vous le montrez bien. Je vais dire un mot pour lui rendre hommage en terminant. De Stéphane Lissner, qui est le patron de l'Opéra. Pourquoi? Parce qu'en septembre 2015, vous savez qu'il y a la nouvelle programmation de l'Opéra, et là, ils ont vraiment fait, par rapport à la concurrence mondiale, des efforts considérables. Et vous avez les meilleurs chefs, les meilleurs interprètes pour Verdi, Wagner, et en plus avec une version quand même assez culottée, et pas simplement la redite de choses qui, évidemment, font très plaisir aux amateurs d'opéra, parce que l'ouverture, c'est Moïse et Aaron de Schoenberg, à une période où justement on parle beaucoup de la transhumance, des problèmes religieux. Donc c'est extrêmement culotté. Et sur le plan de l'Opéra Bastille, qui est juste derrière nous, là, puisque c'est aussi ça, vous avez donc Benjamin Millepied, que tout le monde connaît à cause de sa charmante et jolie femme, qui lui a invité comme chorégraphe associé John Forsythe, le grand chorégraphe américain. Donc vous avez de la nouveauté à l'Opéra Garnier et du très haut niveau à l'Opéra Bastille. Tout ça à partir du mois de septembre. Et tout ça grâce à Stéphane Lissner, qui est un garçon qui est né en 1953, que son père destinait à reprendre l'entreprise familiale et qui lui a fait un joyeux bras d'honneur en montant un petit théâtre dans les années 70 qui s'appelait le Théâtre Mécanique. Et puis c'est comme ça qu'il a dirigé le Châtelet et même la Scala de Milan pendant des mois, dont il garde d'ailleurs un souvenir plus que mitigé, tellement c'était compliqué à l'époque. Merci de nous suivre avec beaucoup de plaisir. Merci de vous retrouver toutes les semaines. C'est mon petit bonheur. Et le vôtre, je l'espère. Oh, c'est gentil. Be the one to hold you tight. When nights cold and days are gray, I could be